Et tout simplement, pour parler de ceci, j'ai une équipe, encore une fois, de choc à mes côtés. Je commence à ma gauche avec monsieur Charles Fand, qui fait partie des meubles un petit peu. Comment ça va? Ça va et toi, Elio? Mais très bien. Qui était déjà là en plateau la semaine dernière pour accueillir Rai et qui va nous parler de tout un tas de choses. Comme tu dis, je suis un peu parti des meubles. J'ai vu la lumière, je suis rentré, il faisait chaud. Donc, et alors, on est encore un peu. Hein. L'accueil est plutôt cordial jusqu'à là. C'est plutôt sympathique, ça va. Pour l'instant, on fait vivre. C'est parfait. À tes côtés, Christophe Grognard, première cette année. Comment ça va? Ça va et toi? Mais écoute, très bien, c'est la première fois qu'un chroniqueur me demande comment je vais, c'est cool après 15 émissions. Il vient te le demander à l'instant. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Après, j'ai demandé, mais ça m'intéresse pas. Évidemment, il connaît trop de choses sur moi, il sait pas forcément si... Ben, moi, écoute, ça va très bien, je suis ravi de commencer cette nouvelle saison à vos côtés, et bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à Damien Herrier qui nous rejoint aujourd'hui. Oui. Comment ça va, Damien? Ça va. Ça va, pas trop stressé pour ta première? Non, ça va, l'ambiance est plutôt détente, ça va. Ah bah c'est parfait. Tu nous viens de Toulouse et tu supportes Manchester United, c'est ça? C'est ça, mélange un peu bizarre. Ouais, mais, je confirme. Ben, c'est difficile de supporter le TFC quand on a 8 ans et que une saison ils sont 17e, l'année d'après ils sont 3e, après ils sont 16e. Et j'ai découvert le foot avec Manchester United, donc équipe de cœur. Une idole à Manchester? Cristiano Ronaldo. David Bellion, non? Ronaldo? Et du coup, maintenant, est-ce que t'es content d'avoir découvert le foot avec Manchester? J'étais content jusqu'en 2009. On entend sans cesse les mentions d'Elio aux grands attaquants bordelais. Évidemment, il y en a tellement en même temps. Il y en a tellement. Et puis notre invité de la semaine, pour parler de tout ça, enfin, on le présente. Ça fait 2 minutes qu'on est en live, on l'a toujours pas fait parler. Pierre Rondeau. Je mourrais d'envie de réagir à vous. On voyait ça. Est-ce que ça va? Mais ça va très bien, merci. Ça va. C'était le premier invité. Eh bien, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien toutes et tous. Nous allons bien. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te mets à la place du petit garçon de 8 ans de Manchester? Oui. Qui va devoir supporter le TFC? Non plus, toujours pas. Parce que là, techniquement, si tu disais que moi, alors le débat n'est pas sur la sobriété, on est d'accord. On peut se débattre sur pourquoi on supporte telle ou telle équipe et pourquoi un Toulousain se met à supporter Manchester United. C'est très dur de découvrir le foot avec le TFC. Ouais, mais attends, le TFC, d'ailleurs, tu as précisé qu'ils ont terminé 3e quand tu avais 8 ans. Ils ont enchaîné 17e, 3e, 16e. Mais c'est dur de s'identifier. Bah, et nous, attends, moi, je suis désolé, moi, j'étais supporter du PSG, je le dis. Vas-y. Quand le PSG perdait 4-1 contre Sedan au Parc des Princes, et que j'étais fier de venir après au collège, c'était au collège, avec le milieu du PSG. Ça, c'est la classe du supporter. Voilà. Je vais faire une petite introduction comme ça pour dire à quel point merci pour cette parenthèse. Je pense au passage qu'il y a peut-être plus de joueurs anglais à Toulouse qu'à Manchester cette année. C'est possible. Ça peut être vérifié, mais en tout cas, il y a des possibilités. On va parler un petit peu plus on va sortir du sujet. Accessoirement. Donc, te présenter peut-être pour les auditeurs pour commencer. Donc, tu bosses à la Fondation Jean Jaurès. Co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès, c'est bien ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et il me semble que tu as une actu un petit peu comme nous, tu as une actu de livre qui va sortir dans pas très longtemps. Qui est sorti, c'est un livre collectif, c'est un peu comme vous pour le magazine. Le Grand Foutoir, aux éditions Solar. Il y a Thibaut Leplat, il y a Della Boulma, il y a Pierre Ribas, il y a Vincent Duluc, il y a Carole Gomez. Il y a 18 noms au total et on a chacun on est parti, en fait, la thématique du livre, c'est de partir, en gros, de traiter de côté foot, mais côté coulisses et côté dérive du football, business, environnement, dopage. Moi, par exemple, je m'occupe des droits télé et de Mediapro. Okay. Et le fil conducteur du livre était de partir d'un match de foot pour aborder le sujet qu'on traitait. Donc, en l'occurrence, je suis parti du classique. J'ai été corrigé. On ne dit pas classico pour la France, on dit classique. Le classique PSG-OM qui a eu lieu l'année du Covid et l'année de la faillite de Mediapro. L'OM va gagner au parc. Où l'OM exactement va gagner au parc. C'était un classique. Je vais rester là-dessus, un classique qui avait été sciemment mis dès la 3e journée. C'est une demande de Mediapro pour attirer le chaland au moment des lancements de cette chaîne qui est des Téléfoot. Qu'on embrasse. Petit ange parti trop tôt. Et qui a été mis dès la 3e journée pour justement tenter d'attirer du monde. Et voilà, je commence à partir de ce match-là pour réexpliquer, raconter les coulisses de Mediapro, les coulisses de l'échec de la chaîne Téléfoot. Qui est disponible ce livre du coup en librairie depuis qui est disponible partout là. Je sais pas si les gens savent où est-ce qu'on est, mais en tout cas dans Paris, pour connaître bien ce quartier, il était jusqu'ici disponible au Divan, la librairie à côté d'ici.
et des amis journalistes ont déjà acheté le livre. Donc il n'est plus disponible au divan. Ah bah très bien, mais s'il est plus disponible au divan, il est Mais disponible. Amazon, la Fnac, tout ça, j'y Et vais. depuis, Ouais. du coup, petite question pour un supporter du PSG depuis Sedan, etc. Ça fait quoi de partir de ce match-là pourquoi ce choix? Alors non, alors si on est sur la question du supporterisme et et donc moi je suis parisien. Hein. Tout le monde le sait, enfin ça je m'en suis jamais caché. Je suis né à Paris, scolarisé à Paris, toute ma vie était à Paris. J'ai fait 6 ans à Toulouse. Je le précise parce que mon père travaillait à Airbus. Mais en tout cas né à Paris, scolarisé à Paris. Donc moi c'est familial de supporter le PSG. Ma grand-mère par exemple a fait partie des 25 000 Parisiens qui ont donné de l'argent pour la création du club, qui écoutait Europe 1 dans les années 70 et qui a donné elle avait donné 200 francs, je crois. Pour elle, d'ailleurs, elle avait le papier membre, elle était en tout cas donatrice du PSG. Donc c'était familial le supporterisme du PSG. Mon père supportait, mon frère supportait, ma sœur supporte. Mais moi, si tu veux, aujourd'hui, si je te parle à l'instant T, on va dire depuis l'ère Qatari, si on peut dire, depuis QSI, j'ai de moins en moins d'envie et d'élan à supporter ce club que j'aime bien. Je suis très content quand il performe, je suis très content quand ils vont en finale de Ligue des Champions, je suis très content quand il y a Messi, quand il y a Neymar, quand il y a Mbappé qui joue au club, c'est très bien. Même avant quand il y avait David Beckham, Ibrahimovic, tout ça, j'étais très content. Mais j'ai moins de passion, enfin j'ai plus la même passion que j'avais avant. Avant, je venais avec le maillot du PSG en classe et j'étais fier de porter le maillot du PSG, je connaissais tous les joueurs et j'adorais ce club. Donc aujourd'hui, on parlait d'une défaite, ça ne pose aucun problème. Puisque j'ai un recul avec ce club. En fait, j'ai plus de recul avec ce club. Je suis pas un supporter passionné. Je suis plus un supporter passionné. Une petite, on me glisse dans l'oreillette, parce qu'on est très pro ici, on a tous des oreillettes, on me glisse que non seulement c'est le caviar numéro 12 et pas le numéro 13, mais surtout que vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé dans l'introduction. Donc évidemment, on va faire les choses bien, on va vous le représenter. Le magazine Caviar numéro 12, qui sort dès jeudi et qui est dispo dès maintenant en précommande sur toutes vos plateformes disponibles, et il sera en librairie très vite, à 12,95 €, mais franchement, c'est un beau pavé qui vaut le coup, avec comme d'hab de très très bonnes illustrations et un thème général. Et maintenant, chemin vers un autre football où on parle écologie, on parle sobriété et on parle également inclusivité. C'est aussi notre thème du jour, mais avant ça, je vais laisser la parole à mon petit Charles Fand qui a un petit coup de gueule à passer, si j'ai bien compris. Non, pas vraiment un coup de gueule, mais plus un thème que j'aimerais aborder, dont j'aimerais qu'on discute tous ensemble. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler d'une question qui nous touche personnellement en tant que journaliste, on va dire, mais qui à mon avis concerne tout le monde. Lorsque le dossier FFF de Romain Molina est sorti, beaucoup se sont étonnés du manque d'écho de cette affaire au sein des principaux médias sportifs et donc forcément l'équipe. On peut notamment penser à des gens qui travaillent sur RMC avec toi, Pierre. Le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de savoir si cette absence de relais est justifiée et justifiable. Simplement, comme l'a fait remarquer Ilyas Ramdani de Mediapart sur Twitter, l'équipe a consacré il y a 2 ans 2 longs papiers concernant Clairefontaine sur les sujets traités par Molina. Donc attention, là, mon propos, c'est pas du tout de minimiser le travail qui a été réalisé par Romain Molina à ce sujet. Ce qui m'a interpellé, ce sont certains commentaires qui reprochaient à ces articles du coup de l'équipe d'il y a 2 ans d'être payants. Bien voilà où je veux en venir. Pour moi, il est important que ces articles, même s'ils sont d'utilité publique, soient payants. Je vais m'expliquer. D'abord parce que comme tout le monde évoluant dans une société capitaliste, j'entretiens une relation de dépendance assez lourde, direz-vous, avec l'argent, puisqu'il me permet de payer mon loyer, de me nourrir et de payer des maillots 90 € qui vont coûter 5 € à être produits. Pour se donne presque envie d'y croire. Ouais, presque. Mais plus sérieusement, je pense que c'est aussi important pour le public que pour nous d'avoir un journalisme payant aujourd'hui. Donc Pierre d'ailleurs n'hésite pas à me corriger si je me trompe pendant le long monologue qui va suivre. Non, si, n'hésite pas. Non, mais là, je te laisse terminer. Et après tu pourras y aller. Ok, super. Bon, il faut pas oublier que les médias sont des entreprises, hein, quand même, qui ont besoin d'argent pour fonctionner. Donc pour obtenir cet argent, on va dire grossièrement qu'il y a 2 modèles qui existent. Donc le modèle gratuit, paradoxalement, et le modèle payant, type Mediapart, c'est-à-dire qu'il faut payer pour pouvoir consulter. Pour proposer un contenu gratuit, un média va pouvoir s'appuyer sur le nombre de visiteurs, donc que ce soit via les publicités ou les cookies, ou bien faire comme le PSG et compter sur un riche, très riche investisseur. Le souci, selon moi, c'est que dans le premier cas, on risque de privilégier ce qui va attirer l'auditeur plutôt que l'intérêt général, car les médias ont beau être des entreprises comme les autres qui ont besoin d'argent pour fonctionner, il ne faut pas oublier qu'elles ont quand même une mission d'intérêt général, celle d'informer. Et faute de moyens, j'ai peur que certains choisissent de traiter la rupture entre Mauro et Icardi et sa femme Wanda, plutôt que par exemple l'écologie dans les stades, parce que finalement ça demande peu de temps, ça va peut-être ramener plus de monde, et puis finalement... Oui, peut-être.
personne. Bon, voilà, c'est peut-être plus simple de fonctionner de cette manière. Ensuite, un investisseur comme seule source de revenus, c'est le risque d'une ligne éditoriale quand même plus rigide et donc une marge de manœuvre moins importante. Un peu comme Tourelle ou Leonardo, c'est difficile de travailler correctement quand il y a quelqu'un au-dessus de soi qui a des idées très précises sur ce qu'il fait. Corentin Roland, d'ailleurs, si tu nous écoutes de là où tu es, nous t'embrassons. Tout à fait. Alors oui, je pense que c'est important d'avoir une information payante parce que c'est donner aux journalistes les moyens et le temps surtout de travailler correctement sur les sujets qui comptent parce qu'on n'est pas obligé de produire en permanence pour pouvoir rapporter de l'argent justement. De la même manière que vous accepterez par exemple de payer votre baguette plus cher chez le boulanger plutôt que dans un dépôt de pain parce qu'il aura mis plus de temps et plus de savoir-faire pour un résultat, on espère en tout cas de meilleure qualité. Et oui, la baguette est un sujet qui compte, et oui, on dirait que je suis en train de faire de la pub pour l'artisanat en général. Bref, payer l'information, c'est aussi donner la possibilité aux médias de ne pas dépendre des investisseurs et de travailler en gardant la seule mission d'intérêt général, qui est celle d'informer, en tête. Et enfin, et par-dessus tout, parce que payer correctement les journalistes et les médias, c'est donner les moyens à votre serviteur ici présent de se payer une nouvelle paire de sneakers pour passer l'automne. Et ça, et ça n'a pas de prix. Merci Charles. La grande question après cette chronique, c'est cuite ou pas trop cuite la baguette du coup? Personnellement, plutôt pas trop cuite. Ouais. Mais un peu croustillante, tu vois, un peu colorée. J'aime pas les gens qui mangent leur pain mou. Ouais. Vas-y. On est d'accord que quand tu dis baguette, bien évidemment, tu penses à la baguette tradition. Évidemment. Tu n'es pas obligé de le préciser. Non, mais ça va de soi. Ça va de soi. Je pense qu'on est tous d'accord ici autour de cette table. Damien, justement, pour que les gens finissent de te connaître, c'est quoi ton avis? Baguette tradition, baguette pas tradition? Alors, attends, non. Chocolatine ou pour chocolat? Ah, là, il y aura pas de consensus. Ah, ça, c'est Ici, intéressant. il y aura pas de consensus. Il est de Toulouse. Il est de Toulouse. Bah voilà. bah oui. Aussi, là. Mais voilà, moi je m'en vais. Ah oui, c'est vrai, toi aussi. Bah oui, moi aussi. Mais c'est pas possible. L'axe de la Garonne, il ne sait pas parler français. Ah, c'est terrible. C'est vrai en plus. C'est épidémique à ce niveau-là. C'est la preuve de l'action, du pouvoir culturel des Anglais sur votre culture du Sud. Pourquoi les Anglais Parce que chocolatine, ça vient de chocolate in. C'est les Anglais qui l'ont introduit, qui l'ont imposé. Je connais cette théorie. C'est pas une théorie, c'est une réalité scientifique. J'en suis pas persuadé. On va sortir mon sacerdoce. Est-ce que tu dis une raisintine pour un pain en raisin? Évidemment, une croissantine pour un pain en croissant et tout ce que tu veux. Un pain en croissant, ouais, parce qu'on mange un peu des trucs bizarres dans le sud-ouest. Je vous propose qu'on cadre un petit peu le débat qui est un peu... On réagit pas sur la chronique? Ah si, carrément. Tu peux présenter si tu veux bien. Non, mais vas-y. Non, pardon, je pensais que tu voulais... qui sera, Vas-y, je pense, meilleure que la mienne. Mais en tout cas, ouais, effectivement, j'allais te lancer sur ce que vient de dire Charles. C'est quoi un petit peu ton ressenti vis-à-vis de ça? Après, je veux pas interpeller, je veux pas monopoliser la parole, et si vous voulez réagir, allez-y, hein. Mais non, je reprends parce que, alors, c'est vrai que c'est assez fort comme chronique de partir de Romain Molina et des révélations sur les scandales de la 3F pour parler finalement de la gratuité ou de la presse payante et l'intérêt. Là-dessus, je te rejoins et c'est évident et évidemment que tu as raison qu'il faut maintenir la presse payante pour pouvoir produire du contenu de qualité. Alors donc on reviendra pas sur l'affaire Molina et surtout les travers qu'il y a eu là-dessus et on n'a pas le temps de toute façon. C'était pas le but, c'est vraiment sur cette presse payante et c'est vrai. Alors est-ce que je te rejoins et moi je suis un peu interloqué quand je vois des gens qui se plaignent de la tarification d'un article ou deux vont carrément prendre une capture d'écran de l'article et les diffuser sur les réseaux en disant que c'est une information d'importance majeure, donc il faut qu'elle soit gratuite, il faut que tout le monde en ait accès. Je pense notamment, ça n'a rien à voir, mais je pense notamment récemment, c'est Booba qui s'est plaint qu'un article de Mediapart soit payant, alors que selon lui, il était d'intérêt public. Et je crois avoir lu le commentaire d'un journaliste de Mediapart, justement, qui lui a dit, c'est précisément parce qu'il est payant qu'il permet de payer des journalistes qui font du travail d'investigation et qui permet de produire de la qualité. Et évidemment, si tu fais payer, tu t'attends à avoir de la qualité. Tout comme tu vas payer une baguette 1,20€ et pas 70 centimes pour avoir, espérons-le, une baguette de qualité. Donc là-dessus, je te rejoins bien évidemment. Et c'est un peu, j'ai envie de dire par rapport à ça, l'effet pervers, de l'augmentation, en tout cas du développement de ce web 2.0 avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs, notamment dans le monde du foot. Parce que vous, par exemple, votre magazine, il est payant, donc c'est de la qualité et derrière, il y a la recherche d'un produit qualitativement supérieur. Mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a des influenceurs qui, par définition, marchent gratuitement par des influenceurs, alors je vais pas donner le nom, mais j'imagine que tout le monde les a en tête quand il s'agit de football, ces gens-là qui ne sont officiellement pas payés, on sait, pour en connaître certains, comment ils arrivent à se financer, à se rémunérer.
qu'on sait que l'information n'est pas totalement objective et qu'elle est quelque peu téléguidée par les gens qui ont besoin à ce que cette information soit relayée, soit diffusée. Donc ça dessert finalement l'intérêt de l'information et ça lui retire toute objectivité, toute neutralité. Et donc pour moi, c'est plus de l'information. Donc il faut maintenir ce payant, il faut cautionner le payant, il faut continuer à aller sur du payant, il faut continuer à s'abonner et il faut arrêter de se plaindre quand un article de qualité, traité avec une investigation au bout, est payant. C'est normal qu'il soit payant. Ouais, ça soulève quand même un gros enjeu, je trouve. La baguette de pain, c'est évident qu'on préférera une baguette de meilleure qualité à 1,20€ plutôt qu'une baguette à 70 centimes, pas cuite, etc. Mais moi, une question que je me pose, c'est est-ce que le public veut vraiment avoir accès à ce contenu de qualité quand l'information est disponible ailleurs? Certes, de moins bonne qualité, mais est-ce que le public a envie de elle est cette dispo ailleurs information? parce qu'aujourd'hui, alors après, est-ce qu'on va parler dans des grands concepts et préceptes culturels? La France, peut-être qu'elle a mal passé la révolution web, contrairement aux Américains, qui très rapidement, les Américains, on les a habitués à payer pour l'information. En France, c'est resté gratuit pendant En France, pendant très longtemps, c'est resté gratuit. Pendant très longtemps en France, on a pris l'habitude à ce que Le Monde, Le Figaro, Libération, les grands médias d'importance donnent, et même l'Équipe, autrefois, tout était gratuit dans l'Équipe. Donc les gens sont plus attachés au fait que ce soit gratuit plutôt Ils qu'au sont fait que habitués ce à soit ça. qualité. Ils se posent pas la question du financement et s'imaginent qu'il y a un modèle économique derrière qui, par la publicité et par les clics, finance et rémunère les journalistes. Sauf que l'immense majorité des médias vous diront que non, la gratuité n'est pas un modèle pérenne. Mais c'est exactement ce que dit Louis d'ailleurs dans le chat, je le cite, c'est par leur indépendance financière qui est du coup garantie par les abonnements que certains journaux gardent une ligne éditoriale originale et qui est parfois du coup clivante. Et il cite quelques exemples comme Mediapart ou Le Monde Diplo. Exactement. Après, d'aucuns, peut-être que dans le chat ça pourrait réagir, et je le sais par rapport aussi, puisqu'on parle de Molina et qu'on parle de l'équipe, et l'équipe aussi a eu des bisbilles, si on peut dire, avec le PSG, et on va dire que l'équipe, ça doit être payant, certains vont se poser la question du travail d'investigation, du travail de recherche, du travail de terrain de certains journalistes. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Oui, il y aura forcément des critiques, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce modèle économique de la presse écrite, presse spécialisée, ne tient qu'à partir de son financement, ne tient qu'à partir de son modèle économique, ne tient qu'à partir de ses abonnés et des gens qui vont payer. Avoir du gratuit, c'est forcément, je vais dire, alors je sais pas si on peut dire des gros mots sur Twitch, mais en tout cas, avoir du travail de bas étage, du travail de mauvaise qualité, et on peut pas, alors après on me dira, Molina c'est gratuit par exemple. Et Molina il fait un travail de dingue. Et même il publie dans un média norvégien et pour autant c'est gratuit. Mais c'est un cas à part parce que derrière Mediapart, j'allais dire Mediapro. Mediapart, c'est payant. C'était gratuit ce week-end. Je sais pas si les gens c'était gratuit ce week-end donc des gens ont pu en profiter. Mais Mediapart c'est une news par semaine. Molina, on peut dire voilà, parfois il balance des doses, parfois il fait des spaces. Il a lancé de très importantes informations, de très grandes informations qui doivent marquer et doivent modifier le mode de gouvernance de la 3F, c'est une évidence. C'est un mec sur son canapé qui d'ailleurs, il le dit, il vit dans une grande précarité. Il a du mal à joindre les deux bouts. Alors que Mediapart, c'est une cinquantaine de journalistes. Et voilà, avec un modèle économique, avec un média, avec des live vidéo, avec des podcasts, c'est un vrai modèle. Molina, il est tout seul. Je suis pas certain que les journalistes de Mediapart roulent non plus sur l'or. Et en plus, ils roulent pas sur l'or, bien sûr. Je pense pas non plus. Bien sûr. Et après, c'est aussi la question qu'on a déjà dû poser à Romain Molina sur pourquoi il veut pas justement intégrer ce système. Pourquoi il veut pas intégrer une rédaction. Lui, il te parlera d'indépendance. J'aurais beaucoup à dire sur lui et sur tout ce modèle et tout ce circuit. C'est pas le lieu, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, je te rejoins et c'est une très bonne chronique et il faut défendre cette presse. Merci, ça fait plaisir. Une fois que quelqu'un reconnaît un petit peu mon super. travail. Toi, c'est ton travail qui est reconnu. Dans le chat, on reconnaît Damien avec un succulent commentaire de H2R qui dit « Damien, t'es trop beau » avec 5 cœurs derrière. Écoute, bienvenue encore de Manchester. Bienvenue dans l'émission. Personne n'a jamais eu ces commentaires-là, donc tu peux faire partie des meubles dès maintenant à l'instar de Charles. Je vous propose qu'on passe un petit peu à la thématique de la semaine, de parler un petit peu de sobriété. Tout simplement la sobriété d'abord avant de s'atteler plus à la dimension énergétique et écologique de la chose. On va d'abord parler à la sobriété dans notre consommation du foot. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de matchs à la télé, au stade, que les joueurs jouent de plus en plus de matchs. Tout simplement, on va essayer de questionner à quoi est due cette abondance de matchs et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est totalement irrémédiable? Je sais pas qui veut prendre la parole là-dessus pour
pour commencer qui Si tu veux, mais Eh ben, vas-y. attaquer. Enfin, oui, moi je pense qu'on peut considérer effectivement qu'il y a un manque de retenue, on va dire, sur le plan sportif. Enfin, avec la multiplication des matchs, on va commencer par le plus évident. L'organisme des joueurs est forcément mis à rude épreuve. En 2019, la FIFPro, qui est le syndicat des joueurs, avait sorti une étude qui s'appelle, ou un rapport plutôt, plus qu'une étude peut-être, qui s'appelait At the Limit, en gros, qui visait à illustrer les conséquences de la multiplication des matchs sur le corps des joueurs, et notamment sur le risque de blessures musculaires fréquentes, etc. Et donc c'était sorti en 2019, et pour donner un exemple, cette année-là, Heung-min Son, donc le joueur de Tottenham, avait joué 78 matchs. C'est énorme. Enfin, en comptant la sélection, j'imagine. Donc les déplacements encore. Exactement. Ils avaient fait un comparatif avec Hiroki Sakai qui en avait joué une quarantaine, donc soit presque 40 de moins, donc soit presque une saison de. C'est une saison normale. C'est déjà beaucoup. 40, oui. Plus de 40. Enfin, 40 non, mais 40, c'est déjà solide pour un organisme ça fait que tu joues avec tous les 3 jours. Moi, personnellement, de ma grande expérience du sport de haut niveau, quand je jouais au rugby en deuxième série à Grenoble, déjà, il y avait pas énormément de matchs, et au bout d'un moment, au bout de la saison, tu le sens passer. Donc bon, certes, c'est vrai, c'est le rugby. Oui, non, mais beaucoup plus exigeant que le football. après, dans tous les cas, on pourrait dire ces gens-là sont des professionnels, etc. Mais ça reste quand même physiquement très exigeant. 78 matchs, moi je trouve ça absolument. J'ai vu les chiffres. Si tu rapportes à 52 semaines et que t'as un mois et demi de coupure, ça fait quasiment un match tous les 3 jours en continu. En tout cas, c'est l'exigence. Alors c'est pas encore gravé dans le marbre, mais en tout cas, c'est ce que demandait et proposait la FIFPro après ce rapport et ce constat de l'augmentation du nombre de matchs. Parce qu'il y a il y avait 2 propositions qui avaient été élaborées et construites par la FIFPro. Il y avait de graver dans le marbre qu'il n'y ait pas plus de il y a des matchs à minima tous les 3 ou 4 jours. Donc il n'y ait pas même un enchaînement même à la rigueur tous les 5 jours, mais moins de 3 jours pour un joueur. Oui, pour un joueur. Qui puisse pas enchaîner comme ça des matchs tous les 3 jours, mais qu'il ait à minima 3 jours de repos. Ou alors il y avait aussi une proposition qui, à mon sens, était assez intéressante, mais qui pose la question de la sobriété, mais aussi de l'intérêt du joueur et de ses envies, de ses demandes. Et au-delà de la question de la sobriété, de l'action individuelle et collective, d'un passeport sportif avec un nombre délimité de matchs à jouer et autorisé à jouer dans l'année. Okay. En gros, c'est qu'un joueur ne peut pas jouer plus de 50 matchs par an, en comptant à la fois en club, en coupe, en championnat, en sélection. 50, 60, 70, peu importe. Mais en tout cas, il y avait un seuil à ne pas dépasser dans l'année entière. Et je dis ça, et je pense aussi donc à la question de sobriété, au sujet qu'on va aborder après, mais ça pose aussi la question de l'action. J'y reviens sur le changement et la volonté de changement dans le football. Le joueur, par définition, c'est le principal acteur. Donc c'est lui qui prend les décisions. On va parler de changement climatique, on va parler d'événements sportifs, de mondiaux, peu importe, de toutes ces choses-là. Nous, en tant que supporters, au bout du fil, c'est le joueur qui prime. C'est lui l'acteur. Si lui, il décide pas de se lever et dire stop, si lui, il accepte de continuer, voilà, tu citais des joueurs qui avaient joué 70 matchs dans l'année, à quel moment, lui, il s'est plaint? À quel moment il a dit non, j'en ai marre, j'arrête? Par contre, je trouve qu'on a de plus en plus il y a quand même de plus en plus de joueurs qui se plaignent, parce que, par exemple, l'année dernière, Mbappé, on lui avait posé la question de la possibilité d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais il avait clairement dit, quand c'est trop, c'est trop. En 2020, Kroos, lui, il avait, je sais plus à quelle occasion, mais il avait carrément dit, les joueurs ne sont que des marionnettes de l'UEFA. Courtois aussi avait dit. Exactement. Si on avait le choix, à mon avis, personne ne jouerait la Ligue des Nations, ça n'a pas de sens. Ça me fait penser, au-delà de trop de matchs, il y a trop de compétitions, c'est évident. En fait, les joueurs, à l'époque où la Ligue des Nations n'existait pas, par exemple, les matchs de juin étaient amicaux, une année sur 2, l'autre année c'était un tournoi pour ceux qui avaient la chance de le disputer. La tournée de mars c'était des matchs amicaux, la tournée de novembre c'était parfois des éliminatoires, mais bon, qui ont pas toujours la même importance en fonction des matchs. Et Ligue des Nations, matchs amicaux. Ouais, mais tu t'as trouvé un mois où t'avais 4 matchs. Oui, mais avec un enjeu, du point de vue des joueurs, c'est évident que c'est trop. Oui. Moi, on est d'accord. En mai 2022, Kevin De Bruyne avait déclaré la Ligue des Nations, pour moi, c'est des matchs amicaux. Je peux pas. Mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un point de vue. En tant que joueur, je ne peux pas traiter ça comme un match, comme il traiterait à l'Euro, à la Coupe du Monde, ou même un éliminatoire un peu décisif de Coupe du Monde, parce que physiquement, il peut pas. Et après, même, j'ai envie de te dire, même c'est toute l'hypocrisie de ce modèle, alors, oserais-je dire capitaliste, en tout cas de marché, c'est d'accepter finalement ces critiques et de cautionner. C'est que pour les acteurs du sport, médias, etc., c'est évident. Mais tout le monde. Quand tu dis, voilà, on a remplacé les matchs amicaux par cette Ligue des Nations, dont tout le monde se fout et se moque.
Ça reste pour autant une compétition officielle reconnue par l'UEFA, qui a permis de monétiser sur ce modèle sportif, qui a maintenant fait passer vis-à-vis des droits télé et des médias le fait que ce n'est plus des matchs amicaux inintéressants, mais au contraire une compétition à gagner avec des finales au bout et des playoffs et des quarts et des demi et des finales, donc un intérêt pour le public, donc une augmentation des droits télé, un intérêt pour les médias et les chaînes de télévision qui vont espérer faire plus d'audience parce que c'est plus des matchs amicaux, mais c'est une compétition. Là hier TF1 est annoncé 6 millions de téléspectateurs, c'est autant d'argent pour eux pour revenus publicitaires, marketing et autres. Et après, t'as une espèce de ruissellement qui se forme. C'est un intérêt pour les joueurs qui vont être mieux payés parce qu'il y aura plus de rentrées financières. Donc, la question, vont-ils se plaindre? Bah, s'ils voient leur salaire augmenter, est-ce qu'ils vont se plaindre de voir que finalement, ils pourront gagner plus d'argent? Après, tu peux aller plus loin en te disant que finalement, l'argent récupéré par la 3F. La 3F, elle récupère de l'argent pour le reverser au foot amateur. Je rappelle que... Sur le papier, en tout cas. En tout cas, non. En tout cas, ce qu'elle dit, et là-dessus, on peut pas lui porter préjudice. C'est vrai, c'est prouvé dans les dossiers financiers. 80 millions d'euros par an sur les 266 millions d'euros de budget de la 3F est consacré au foot amateur et au foot féminin. Il y a une redistribution. Alors, certes, on peut critiquer d'ailleurs comment c'est fait, et s'il y a ou pas de la corruption ou des chèques comme ça qui sont donnés et qui tombent, et peu importe, en tout cas, il y a une forme de redistribution. C'est que simplement, on critique, mais déjà le système est fluidifié comme ça, et ruisselle de cette manière. Et l'autre truc aussi, j'ai envie de te dire, on critique, mais est-ce que tu t'es arrêté de regarder les matchs de foot? Ça, c'est une question intéressante. C'est une vraie question. Est-ce que hier t'as regardé les matchs? Enfin, j'ai regardé les matchs de la Belgique parce que T'as regardé les matchs de foot? Oui, j'ai regardé les matchs de foot parce Voilà. que, mais comme j'aurais regardé les matchs amicaux, je pense. T'as regardé la Belgique et à l'heure de Bruyne, et Courtois avait dit qu'on s'en foutait de la Ligue des Nations. C'est vrai. C'est les matchs Mais après, amicaux. j'ai vu ça comme un match amical. La défaite contre les Ouais, Pays-Bas voilà, c'est 1-0, je me suis pas dit, au secours, la défaite du siècle. Je pense que personne s'est vraiment plaint de la défaite d'hier et, Non. En fait, faudrait à voir. crier au loup, quoi. Pour le coup, j'ai pas les chiffres, mais faudrait savoir si effectivement il y a plus de spectateurs depuis que c'est devenu une compétition officielle. Ça a pas que changé. quand, Il Oui, y a c'est ça, 6 6 millions millions, hier. c'est- Ça a pas Ça changé. donne juste plus d'enjeux, éventuellement plus Il y a de plus pression, d'enjeux, voilà. donc après la télé peut mieux vendre ça. Ouais. En termes de revenus publicitaires, la télé va te faire des logos Oui, Ligue des des Nations, avec un hymne officiel, avec une coupe, avec un trophée. Donc ça va vendre du rêve, entre guillemets. Mais pour autant, non, qu'il y ait plus ou moins, en fait, quand tu regardes comment ça a évolué la consommation du football, en fait, oui, on va tous se plaindre et tous le constater qu'il y a une forme de gabegie sportive, mais pour autant, on regarde le championnat anglais, on regarde le championnat espagnol, on regarde le championnat allemand, on regarde le championnat italien, on regarde le championnat de France, on regarde les matchs amicaux, et en plus toi maintenant, et en plus nous on peut, grâce à la multiplication des Ouais, chaînes, bien sûr. regarder autre chose que l'équipe de France. T'avais sur TMC, t'avais un match, je sais pas qui, sur l'équipe 21, t'avais des, Oui, Pays de Galles, Pologne et Belgique. t'avais une Ouais, multiplex. Ouais, Donc voilà, et en plus à ça tu vas rajouter derrière toutes les chaînes à péage, toutes les chaînes en streaming, qui fait que t'as une gabegie footballistique qu'on constate et qu'on critique, mais on la Mais cautionne. ouais, c'est ça. On la cautionne et en plus le modèle même la cautionne. Si demain on dit on arrête ça, le modèle s'écroule. On fait tous, j'imagine, du foot amateur. Bah si demain tu arrêtes, déjà au-delà des footballeurs qui vont se plaindre de leur salaire qui va baisser, si demain tu dis on arrête ces matchs-là, on réduit le nombre de matchs, c'est autant d'argent en moins pour la fédération et donc pour la redistribution en faveur du foot amateur, du foot féminin et même du sport en général. Donc moi je pense que fondamentalement ce qu'on doit critiquer, c'est pas ce manque de sobriété footballistique, c'est le terme qu'on va employer. Ouais. C'est que si on veut critiquer, fondamentalement, c'est même le modèle capitaliste qu'il faut critiquer. C'est le modèle de marché qu'il faut critiquer. Et je suis assez sceptique sur l'acceptation commune à critiquer ce modèle qui fait qu'on est là aujourd'hui avec des super baskets qu'on s'est payées, que t'as payé je sais pas combien d'euros, alors qu'on le sait, elles sont fabriquées en Chine dans des conditions assez difficiles à un tarif assez faible, comme tes maillots de foot d'ailleurs, mais on l'accepte et on le cautionne. On va être là à faire des beaux bouquins, des beaux livres, à se plaindre et à appeler à une sobriété, et derrière on va cautionner un système. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, ça se porte pas qu'au foot, finalement, Bien sûr. ça concerne la pollution, enfin, c'est tout, quoi. Ouais, bien sûr. On est les acteurs d'un système qu'on dénonce, quoi, Qui prendre l'avion, enfin voilà, t'as plein de, c'est où mettre le curseur, en fait. On est tous des gros, Et aussi, en plus, malheureusement, si tu commences à raisonner comme ça en disant il faut changer, et si tu penses que ça doit passer par un changement individuel, tu vas être là, mince, j'ai fait ça, mince, j'ai allumé le four, mince, j'ai allumé une plaque d'électricité, mince, je suis parti, j'ai allumé le modem chez moi. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment, tu te dis où mettre le curseur, et justement, tu te disais un truc qui était intéressant tout à l'heure, c'était ça doit venir des joueurs qui doivent, entre guillemets, élever leur voix pour dire que c'est... Bah ouais, Après, est-ce qu'ils en ont doit vraiment venir de- tous voilà. envie? Parce qu'il y en a qui, il y en a, C'était la il question y en que a, j'avais posée, oui, justement. il y en a 4 qui ont peut-être parlé sur les 3-4 dernières années. Mais est-ce que la grande majorité a vraiment envie d'avoir moins de matchs? Et autre question, c'est,
moins de matchs pour qui? Parce que c'est pas tous les joueurs non plus qui ont des matchs tous les 3 jours. Il y a, oui, les joueurs qui vont jouer la Ligue des Champions et les autres Coupes d'Europe. Mais pour un joueur qui va jouer, par exemple, à Angers ou à Reims, lui, il joue un match par semaine, 2 quand il y a de la coupe. Et il n'est pas forcément touché par le phénomène des trop de matchs dans la saison. Ouais, mais est-ce que justement, toutes les blessures que tu as eues en équipe de France, ça peut peut-être rappeler une prise de conscience? Quand tu vois que les gens qui te font des blagues sur le marabout, tout ça, avec les 13 joueurs qui sont absents, je veux dire, on va pas faire de la Il n'y a pas sorcellerie. 14 maintenant avec Mignon? Je sais plus, ouais, enfin en tout cas, Oui, il y a tu peux faire une Beignet. équipe championne du monde des blessés, quoi, c'est un truc de fou. Mais Et par donc tu te dis, est-ce que c'est pas justement la conséquence de cette répétition de match? Ça, je pense qu'on le saura d'ici quelques, enfin, ça, on aura le recul nécessaire pour le voir d'ici quelques années, quoi. Si, effectivement, en fin de saison, Mais jusqu'à quand? c'est blessures. Ah non, mais après, voilà, c'est, quand est-ce que ça s'arrêtait, Tu vois, t'as l'impression que tu t'es jamais arrêté. Ouais, T'as mais une compétition tous les étés. On critique et derrière t'as eu l'annonce de la Super Ligue européenne qui n'est pas encore totalement morte, donc on verra ce qui va en se passer. 2026, t'auras encore plus de matchs. T'auras la Coupe du Monde à 48, T'auras la Ligue des Et Champions. la Ligue t'auras la Ligue des Champions à 36, Et t'auras la Coupe du Monde des clubs. il y a plus de joueurs qui jouent l'Europe récemment, l'apparition de la Ligue Conférence, et tout, Bien avec sûr. des joueurs qui n'étaient pas habitués à jouer l'Europe. Des joueurs, je pense au FC Nantes, qui sont en l'occurrence en Ligue Europa, mais sont des joueurs, ils sont habitués à jouer une fois par semaine depuis qu'ils ont commencé pro, puis ils doivent aller à Karabag, pour aller perdre et revenir pour un trajet en avion. Après, ça, hyper on va dire que c'est un problème un peu plus, c'est le fait qu'il y ait des équipes qui sont moins habituées à jouer Ligue des Mais Champions. pour moi, c'est lié à l'apparition de la Coupe Ouais, mais de t'as la l'exemple, Conférence. par exemple, d'un mec comme Jonathan Klaus, par exemple. C'était pas forcément habitué à jouer tous les Et 3 qui jours. commence là, mi-septembre. Oui, d'un Déjà, coup, que- Sur la la langue langue, de sa carrière, il joue tous les 3 jours et il n'est pas habitué à ça à 30 ans à jouer comme ça. Donc ça Et peut ça- faire poser. Et ça pose aussi la question des entraîneurs, parce qu'il y a Didier Deschamps qui a dit que Mbappé jouait trop de matchs, mais il pour devait autant, jouer il a fait 80. Oui, voilà, c'est ça, les il fait- 180 minutes Mais c'est ça, du quoi. rassemblement. Ça risque presque de créer des tensions. Guardiola qui a utilisé moins de 20 joueurs cette année en première ligue, alors que... Il fait 0 turnover. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, parce que finalement, enfin, on en revient à une espèce de conflit perpétuel que t'as entre les clubs qui sont finalement ceux qui payent les joueurs et les équipes nationales. Parce que d'un côté, bon, Deschamps, lui, il est dans son bon droit de faire jouer son joueur 2 fois 90 minutes, j'imagine, puisque, enfin, il l'a convoqué, c'est prévu. Et de l'autre côté, le PSG est quand même dans son bon droit aussi de le faire jouer autant qu'il veut, parce que c'est eux qui payent, son salaire. Donc au final, effectivement, comme tu dis, si on change pas le modèle en lui-même, ça peut pas venir des acteurs, parce que là, ça va se renvoyer la balle en permanence. Moi, je réagis à ta réaction qui est vraie, c'est que on a cité 4 joueurs qui se sont plaints en disant qu'il y avait trop de matchs, mais je pense fondamentalement que la majorité est d'accord avec ce système. T'as cité les Nantais, je pense que les Nantais, Ils sont très contents de jouer la Coupe très d'Europe par ailleurs. contents. Ouais, voilà. je pense que grâce à ça, ils ont pu négocier une valorisation salariale ou alors des primes supplémentaires, ne serait-ce que des primes de match pour jouer ce match et pour jouer tous les 3 jours. Donc encore une fois, voilà, ça vient de là, c'est de se dire que on peut critiquer un modèle, mais le modèle, il est cautionné par les principaux acteurs. Il faut que ça vienne d'eux. Ou alors, j'irai aussi de nous, pourquoi pas, en disant que non, on arrêtera de regarder. Mais on est tellement schizophrène que... Ouais. Après, il y a un on contre-exemple maintiendra quand même là. dans cette tendance qu'on aborde depuis tout à l'heure à l'augmentation des matchs, c'est le passage de la Ligue 1 et la Ligue 2 à 18, comme nous le dit Gabi dans le chat. Pour le coup, c'est alors, quand même- ce qui est intéressant par rapport à ça, je pense aussi au fait que quand tu disais que y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué justement, c'est trop plein de matchs, cette Coupe du Monde qui va avoir en novembre et ces Coupes d'Europe. Et je pense aussi à ça avec cette Ligue 1 à 18. Faut quand même se rappeler que quand elle est repassée à 18, donc entre 95 ou 96 pour la préparation mondiale et 2002, si je dis pas de bêtises, on fera peut-être vérifier sur internet. Mais en tout cas, il y a eu un retour à 18. En fait, on s'est rendu compte que, et les dirigeants se sont rendus compte que malgré tout, il y avait toujours autant de matchs parce qu'ils organisaient des matchs amicaux pour maintenir finalement Mais souvent pendant la trêve internationale. exactement pour maintenir le joueur en forme. Donc, alors déjà il y aura toujours les matchs amicaux qui seront organisés. Et 2, c'est à 18, mais il y aura des playoffs. Playoffs d'accession, playoffs, playoffs Mais ça Ligue 1, concerne Ligue 2. clubs. Ça concerne les rares clubs effectivement, mais il y aura des playoffs. Et même le projet de la Brune, je crois pas qu'il ait été mis à exécution, mais de faire des playoffs d'accession en Coupe d'Europe. Je pense pas que ça soit prévu non Et plus. je pense pas que ça soit prévu, mais il y avait ce projet-là. Donc voilà, tu vois, c'est de dire que sous couvert de l'idée de réduire le nombre de matchs pour offrir plus de force aux équipes européennes durant les compétitions continentales, bah en fait non, parce qu'on se rend compte que malgré tout, ils jouent moins de matchs en Ligue 1, mais ils vont toujours jouer autant de matchs parce qu'il y aura des matchs amicaux organisés. Et c'est exactement ce qui s'est passé en rugby en définitive. Quand tu dis que tu veux faire un top 14 dans lequel tu vas avoir seulement 26 matchs en tout, tu te rends compte qu'au final t'as la Coupe d'Europe qui apparaît, t'as les barrages, puis les demi-finales, tout ça, tu te rends compte que les joueurs finalement, en plus les internationaux, te jouent une quarantaine de matchs par an. L'avantage du rugby, entre guillemets, c'est que comme la saison régulière continue pendant les trêves. Les trêves, oui. Oui, mais t'as cette question que ça fausse en plus les... En plus, ça fausse, parce que les t'imagines, sorties. moi à chaque fois, je me dis, mais imaginez s'il y avait ça pour le PSG. Oui, c'est ce que je me suis dit, C'est c'est ça.
trouve ça C'est ouf que... Si t'enlèves les internationaux brésiliens, Mais ouais. français ou PSG, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste rien. Là, quand tu vas au stade Toulousain, Oui, le Stade Toulousain qui avait dit pendant le tournoi Ouais. destination qu'il n'y avait plus Ah de ouais, 10 non, joueurs, mais ça, c'était un avec ravage. quasiment Hein. les trois quarts du 15 titulaire qui étaient absents. Et même l'effet pervers qui se passe aussi pour le rugby, là on parle rugby, mais Ouais. c'était que justement parce qu'il y avait ce risque de trop plein de matchs, et parfois à l'encontre des chaînes de télévision, comme en plus c'est un système où non pas le champion de la saison régulière, mais Oui. les 6 premiers qualifiés pour les phases de poule, enfin les phases finales, pardon. Moi je rappelle le Toulon qui, pour les grosses affiches contre le Racing et Toulouse, envoyait les coiffeurs. Ouais, bien sûr. En disant, c'est pas grave si on perd, on termine 3e ou 4e, on va quand même en phase finale, on tape quelqu'un en quart et on va en demi en finale. Donc imagine même pour les Il y a des télévisions, clubs qui se maintenaient plus ou moins comme ça, d'ailleurs. voilà, qui envoyaient contre Toulouse, le Racing, les Ouais, gros les clubs, coiffeurs. ils envoyaient des remplaçants, et après ils tapaient Les rivaux pour le maintien, parce que Exactement. Ouais, Donc bien sûr. c'est aussi ce côté effet pervers de choisir ses matchs. Mhm. Mais là, pas dans le bon côté des choses, mais au mauvais côté. Hein. Choisir ses matchs comme Ronaldinho. Et qui est un risque pour ensuite tout ce système-là que je mettais en avant, les télévisions qui vont croire qu'en mettant en avant une affiche, ça va faire de l'audience, mais se retrouve avec une équipe finalement de coiffeurs et de remplaçants. Ouais, bien sûr. Bah voilà, ça a des conséquences négatives. On imaginait pas un club qui joue le maintien en Ligue 1 jouer contre le PSG et envoyer ses coiffeurs, justement, au contraire. C'est un peu leur... Et en plus, c'est la même, je pense à ça aussi, alors je sais pas si c'est tellement hors sujet, on ouvre des parenthèses, mais la critique a été formulée à l'encontre de la Super Ligue européenne, en disant que le PSG automatiquement qualifié, en Ligue 1, qui restera en Ligue 1, ils s'en foutent de jouer la Ligue 1, puisqu'il est déjà qualifié en Europe. Ouais, c'est ça. Donc il pourra jouer l'équipe C, l'équipe D, l'équipe moins de 18, et terminer 15e, pas grave. Sans aucune incidence sportive. Sans aucune incidence sportive. Je vous propose je pense qu'on a bien fait le tour de cette sobriété sportive. Peut-être Je une propose petite qu'on- question à poser à Pierre, si tu me Oui, permets. bien sûr, excuse-moi. Non, mais c'est moi qui m'excuse de t'interrompre. C'est moi Maintenant, qui tu peux y m'excuse. aller. En fait, j'aimerais bien aborder rapidement la question éventuellement de la sobriété économique, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a énormément il y a des flux financiers qui sont très importants dans le foot, que ce soit au niveau des salaires, des transferts, etc. Et donc, moi, en général, quand on sort cet argument, les joueurs sont trop payés, les transferts sont trop élevés, etc. J'ai un argument que je sors tout le temps, c'est oui, mais tu comprends, le foot engendre énormément d'argent. Mais du coup, maintenant que j'ai un expert en face de moi, j'aimerais bien savoir si je dis des bêtises depuis des années ou si ça se tient. T'as un raisonnement comptable, et comptablement, c'est faux, puisque le foot est surendetté. Et je te parle pas de la dette du Barça, mais de façon globale. le sport est surendetté, mais comptablement. Très simplement, je gagne de l'argent, je perds de l'argent, je fais la différence. Et je suis en négatif ou je suis en positif. Là, le foot européen, de façon globale, est dans le rouge. Pour autant, on va avoir comment dirais-je, une forme de comptabilité non monétaire sur ce que peut dégager le football et ce que peut apporter le football symboliquement. Je pense notamment au Qatari, mais à d'autres mécanismes de médiatisation qui permettent à ce que le football attire des capitaux, attire des financiers et donc génère une économie lucrative, si je peux dire. Et t'as aussi le non perceptible, le durable, le long terme, qui va te permettre de maintenir une économie à flot, alors que comme le Barça, elle est surendetté. Donc voilà, très simplement, très terre à terre, comptablement, il n'est pas rentable. Mais voilà, tu vas avoir le football qui est vu par 1 milliard de personnes sur Terre, donc qui génère une activité, une médiatisation, un intérêt collectif, donc qui attire des partenaires, qui attire des sponsors, qui attire des marques, qui attire des politiciens, qui attire des pays, qui attire des fonds d'investissement. C'est par exemple moi, c'est ce que j'appelle la financiarisation du football qui s'est accélérée après le Covid. Alors vous me dites si je parle trop et que Vas-y. je vous perds, mais sur cette question de gains financiers, en tout cas de lucrativité et de justification des salaires des footballeurs, beaucoup de gens, moi le premier, s'étaient imaginé que le Covid-19, le confinement, les crises économiques qu'il y a eu depuis 2020, permettent à ce que tu aies une forme de sobriété justement footballistique. Tu aies une forme de ralentissement. On espère parce que les matchs se ralentissent, parce que les joueurs sont fragilisés, parce que l'économie du football démontre à quel point elle est extrêmement fragile. On arrête la télévision, on arrête les matchs, les clubs sont en quasi-faillite. Tout le monde s'est imaginé à ce que, face à ça, on dise, ok, on arrête. Ce qu'on appelait le monde d'après à l'échelle Exactement. globale. Le monde d'après, je me rappelle, c'est même Kyo qui avait dit ça, j'étais content parce qu'il m'avait cité, il avait dit ça devant les sénateurs, donc l'ancien président de la LFP, en disant on est à la croisée des chemins, soit on prend le chemin de la sobriété et on décide de changer les choses, et d'imposer une forme de pérennité
et sortir de la dépendance digitale, télévisuelle, économique du football, ou alors on continue, on fonce dans le tas et on fonce dans le mur. Et moi, je m'étais imaginé, comme Kyo, donc, Kyo, qui a quand même signé Mediapro, mais bref, peut-être qu'il a changé, qu'on décide de changer, qu'on dise que dorénavant, ok, les Mbappé, les Neymar, les Messi, tous ces joueurs payés des millions, des centaines de millions d'euros, on arrête les frais parce que c'est pas tenable. Parce que aujourd'hui, ils sont payés, comme tu le dis, ils sont si bien payés, c'est parce que t'as des télés qui payent, t'as des financiers qui payent, t'as des investisseurs qui payent, et là, ils acceptent de payer. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Et là, clairement, on l'a vu avec le Barça, avec Manchester, avec le PSG, avec tout ça. L'après-Covid, ça n'a pas été au contraire une sobriété. On va chercher à voir. Ah ouais, mais ça a été au contraire une accélération de la on a financiarisation. réinvesti pour relancer la machine, quoi. On a dopé la machine. Parce que ce qui s'est passé après le Covid, c'est qu'on a eu l'arrivée des fonds d'investissement. On a eu CVC Partners en France, on a eu le Barça qui a vendu une part de ses droits TV, on a eu Manchester United, justement, eux, ton club, qui ont eu le projet de vendre aussi une partie de leurs droits TV pour financer leur modèle économique en déficit. On a eu cette montée en puissance de tous les fonds étrangers dans le foot français, le foot européen. On a même le Red Star qui maintenant va être acheté par un fonds d'investissement américain, le Red Star, avec l'étoile rouge du Red Star. Et un prix exorbitant en plus. En prix exorbitant, mais même Toulouse aussi qui était racheté par les Américains. PFC va faire un crack qu'on avait la semaine dernière. dernière. Après c'est un investissement minoritaire, ouais, mais enfin, dans l'absolu, ça renvoie à ça renvoie à cette forme de financiarisation qui s'est développée. Et donc, la sobriété, à mon sens, est remise en question. Parce que si demain, CVC Partners dit le deal qu'on a eu avec la France et la Ligue 1, finalement, il nous intéresse pas parce que pour nous, ça pèse rien à la Ligue 1, parce que là, en 2023, les droits télé vont être négociés. Là, t'as Canal, je sais pas si t'as vu, qui a annoncé qu'au final, les audiences Ligue 1 et l'intérêt Ligue 1 étaient plus faibles que l'intérêt Ligue des Champions. Et je sais pas si vous avez vu, Canal a fait un sondage auprès de ses abonnés. Il a demandé pourquoi vous étiez abonné à Canal+. C'est pour la Ligue des Champions. Pour la Formule 1, la Ligue des Formule 1, oui, Ouais, c'est ça. dans les classements d'audience de Canal+, Et la d'intérêt, Formule 1, la MotoGP et tout ça, apparaissait devant. Et la Ligue 1 bien loin derrière. Après, il faut aussi voir le nombre des affiches qu'ils choisissent et puis surtout où est-ce qu'ils les mettent sur des canaux parfois un peu. C'est vrai, mais si tu n'as plus qu'Amazon qui peut candidater pour les droits TV, Amazon ne va pas prendre le risque de venir proposer 1 milliard. Quand on sait qu'aujourd'hui, La Brune espère, et c'est un deal passé avec CVC, en leur disant, OK, maintenant, vous nous donnez 1,5 milliard pour équilibrer 13%, et on vous promet, c'est écrit noir sur blanc dans les objectifs, que pour 2028-2032, on atteigne 1,8 milliard de droits TV. 1,8 milliard. 1,8 milliard de droits TV. Les gars, 1,15 milliard, ils sont écroulés. Ils espèrent qu'en 2030, ils sont 1,8 milliard. Donc tu vois, quand on parle de financiarisation et de sobriété, la sobriété, on l'a plus. Oui, tu as raison, ils sont payés autant parce qu'il y a des gens qui mettent de l'argent. Ça, c'est indéniable, économiquement, c'est justifié. Raisonnement de court terme. À plus ou moins long terme, il y a un risque. Ok, J'ai quelqu'un qui a fait ça. après cette belle leçon d'écologie, n'importe quoi, je prends mes avances, après cette belle leçon d'économie, c'est un petit peu la dernière danse en parlant de Kyo sur cette sobriété dans le foot. Maintenant, on va parler de sobriété énergétique et écologique, et c'est Christophe qui va nous en parler pour lancer un petit peu cette partie. La parole est à toi. Oui, merci Elio. Je vais vous proposer cette semaine une chronique moins engagée que celle de Charles, qui va plutôt replonger dans les archives du foot, l'histoire du foot. Mais vous savez, dans l'actualité, on parle beaucoup de sobriété énergétique, d'économie d'énergie, etc., d'électricité aussi. Ben, je sais pas si vous saviez, mais il y a 30 ans, il y a un club de Ligue 1 qui s'était lancé dans cette démarche de sobriété énergétique, et ce club de Ligue 1, c'était l'Olympique de Marseille. À jamais les premiers. À jamais les premiers. Décidé. De Bernard Tapie et de Jean-Pierre Papin, Chris Waddle à l'époque, parmi les meilleurs joueurs. En fait, cette démarche a été lancée en 90-91 en Coupe d'Europe des clubs champions. Savez-vous qui a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions en 1990-91? L'étoile rouge? L'étoile rouge de Belgrade, exactement, en finale contre l'Olympique de Marseille. Mais pour arriver à ce stade, l'Olympique de Marseille a dû se défaire de l'AC Milan en quart de finale. Le grand Milan à l'époque de Van Basten, Gullit, Rijkaard, Franco Baresi, entraîné par Arrigo Sacchi qui avait gagné la Coupe d'Europe des clubs champions 89 et 90. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette Coupe d'Europe des clubs champions n'a pas le même format que la Ligue des champions aujourd'hui. Au contraire, elle ressemble presque plus à la Coupe de France. C'est que des matchs à élimination directe, à la différence près par rapport à la Coupe de France, ce que ce sont des doubles confrontations. Mais il n'y a pas de phase de poule, pas de tour préliminaire, etc. Et c'est que des champions, en plus. Et c'est que des champions, ce qui d'ailleurs parfois Ligue des champions. donne une scène assez cocasse. L'OM a dû battre le Dynamo Tirana des Albanais en 16e de finale et le Lech Poznan polonais en 8e de finale.
mais le parcours se corse un peu en quart de finale puisqu'ils rencontrent justement le Grand Milan. Le match aller à San Siro se passe très bien pour l'OM puisqu'ils arrivent à ramener le nul 1 but partout. Et au retour, ça se passe même très très bien puisqu'à la 72e, leur milieu offensif anglais Chris Waddle marque un superbe but sur une tête de Jean-Pierre Papin que l'on va vous montrer. Tout le monde revient très vite, mais Rijkaard est contré à son tour par Casoni. Les deux équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane. Et maintenant, nous sommes dans le camp de Milan, donc avec... ça, c'est le vélodrome des années 80. C'est le vélodrome des années 90. Papin, et regardez. Ok, tu vois ton ambiance. T'as même pas vu le terrain, il est beau, tu peux le reconnaître. Mais oui, il est beau, oui. Waddle le gaucher qui n'aurait pas pu envoyer sa volée plus près du poteau. Ouais. Donc les Marseillais sont très très bien partis. À la 88e minute, après encore une action de Waddle qui passe au-dessus, les lumières s'éteignent dans le stade. Elles s'éteignent complètement. Enfin, c'est à ce moment-là en fait que Bernard Tapie a choisi de lancer son club dans une démarche de sobriété écologique parce que D'accord. ça va loin. On peut dire, il y a prescription maintenant. Ça va loin. Et en fait, tout simplement, il y a problème d'électricité sur 2 des 4 pylônes qui s'éteignent, et donc l'arbitre suédois Bo Carlsson est contraint d'arrêter le match. À ce moment-là, les Milanais, ils se disent, c'est l'occasion de faire rejouer le match à plus tard, sachant que ils devaient marquer un but pour aller en prolongation et en marquer 2 pour gagner. Et qu'on jouait la 88e. Et on joue la 88e. Donc ils quittent le terrain sur ordre de leur dirigeant et de leur capitaine Franco Baresi. Sauf que 5 minutes après, comme par miracle, les lumières reviennent. Les 2 pylônes refonctionnent. Bernard Tapie a en effet cessé sa stratégie assez rapidement quand il a vu que Marseille allait être tenu pour responsable de cette coupure d'électricité. Et donc, les Marseillais reviennent sur le terrain, sauf que les Milanais ne veulent pas revenir. Ils préfèrent porter réclamation et ne pas continuer le match parce qu'ils estiment avoir été gênés par cette coupure, etc. Et donc, l'arbitre siffle la reprise du match. Les Marseillais sont seuls sur le terrain, victoire par forfait 3-0. Les Milan n'arrivent pas à faire sauter ce forfait, et même ça va même plus loin parce qu'ils sont interdits de compétition européenne pour l'année 91-92. Les Marseillais, quant à eux, on l'a dit, vont battre le Spartak Moscou en demi-finale, puis perdre au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade en finale, offrant d'ailleurs au football français l'une de ses images les plus émouvantes avec les larmes de Barry de Basile Boli. Bernard Tapie, quant à lui, a été aperçu à l'été 91 rôdant près des locaux d'EDF avec une grosse mallette noire. On ne sait pas ce qu'il faisait. Ouais, voilà, bah écoute, c'est Jules-Tilien qui te dit la même chose. Ça arrive à tout le monde de marcher sur un câble, visiblement. Ça arrive à tout le monde. Peut-être que ça lui arrive aussi, on sait pas. Écoute, merci pour ce beau retour en arrière. Ça fait un petit peu d'ailleurs écho à l'actu, parce que je sais pas si vous vous rappelez, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui avait déclaré sur France Info le mois dernier, émis en tout cas l'hypothèse de faire jouer des matchs l'après-midi pour éviter de mobiliser l'électricité dans les stades. Damien, du coup, t'as interrogé Antoine Mich. Antoine Mich, oui, qui est fondateur de Football Écologie France, qui est une association à but non lucratif qui se charge de sensibiliser à l'écologie dans le monde du football. Et on le retrouve dans le MAG d'ailleurs. Donc on retrouve dans le MAG, et eux, ce qu'ils ont fait en 2020, c'est ils ont interrogé des Français pour savoir quel était leur rapport entre le foot et l'écologie. Et j'ai des chiffres, puisqu'il y a 62% des gens interrogés qui pensent que le football n'est pas du tout écologique, et 80% des gens qui pensent qu'ils auraient une meilleure opinion du football s'il y avait plus d'actions écologiques dans ce sport. Ouais, donc c'est quand même des chiffres qui sont... c'est quand même des chiffres significatifs sur le manque d'action écologique du football. Et par rapport à ce que tu disais sur la déclaration de la ministre, Anthony, je me disais que ça pouvait être viable, parce que factuellement, oui, on utiliserait moins d'énergie, mais ça pourrait être contre-productif d'un point de vue présence dans les stades, parce que si on joue l'après-midi les matchs professionnels, toutes les personnes du foot amateur en pâtiraient en fait, et ça soulève une question aussi sur la place du foot amateur dans il y a peut-être moyen d'adapter le calendrier, parce que pour moi, un gros avantage de jouer le jeu au foot l'après-midi et pas le soir, au-delà du fait que ça économise la lumière, c'est au niveau des transports et de l'accumulation des matchs. Parce qu'une équipe qui joue l'après-midi, elle va en bus la veille, ou parfois le matin, mais souvent la veille, au match. Ensuite, à l'extérieur, le match finit à 16h, ils peuvent revenir. Si le match finit à 23h, minuit, ils ne peuvent que prendre l'avion pour être de retour à éventuellement 2h du matin. La SNCF par rapport à la polémique du PSG. Oui, la SNCF ne peut qu'affréter des trains de jour. Et en fait, avec je fais écho notamment à la polémique du jet privé. Ouais, bien sûr. Parenthèse d'ailleurs, avant que tu dises, on l'évacue assez vite, mais le but c'est pas de revenir dessus. Oui. Elle a suffisamment été traitée. Voilà. En fait, les joueurs ont presque, quand ils jouent les matchs le soir, ont presque parfois pas le choix de prendre un jet privé, parce que comme ça, ils reviennent plus vite. Enfin, en tout cas, de prendre l'avion, ils reviennent plus vite
dans leur ville et peuvent ensuite être prêts à jouer 3 jours plus tard parce que chaque jour compte. Tandis que jouer l'après-midi. On leur fera pas un procès à ce niveau-là, on va pas non plus reparler de ce Non, bien sujet. sûr. Et j'imagine que on a déjà tous dû traiter de ce sujet à droite à gauche sur les réseaux ou ailleurs. C'est pas eux qui sont les principaux responsables, tu as Non, raison. bien sûr. Et s'ils le voulaient, bien évidemment qu'ils pourraient prendre le train ou le bus. Et d'ailleurs, tu as cité la SNCF, effectivement, elle affrète des trains la journée. Là, pour le cas précis du PSG, elle était en négociation avec eux, les dirigeants, pour pouvoir mettre en place une organisation de déplacement en train. Mais sauf que quand tu termines un match à 23h, tu pars du stade à minuit et demi, 1h du mat, et t'as pas de train de nuit. Et là, c'est pas uniquement pour les joueurs du PSG ou des joueurs de foot, c'est pour tout le monde. Hein. Moi, le premier, j'aimerais bien pouvoir partir la nuit, aller en soirée à Rennes et repartir à Paris en pleine nuit, avec des trains de nuit ou des choses comme ça, des déplacements de ce type qu'il y avait autrefois. Voilà, ça existait. Ça existait autrefois. Parce que tu disais, la SNCF ne peut pas prêter des trains. Elle le Oui, faisait, elle le faisait, mais elle le fait plus. Elle le fait sur certaines lignes, mais c'est de manière très... Ça lui coûtait de l'argent et aussi la question, et elle est parfaitement légitime. C'est comme tu maintiens, et c'est comme pour le métro parisien, pourquoi il n'y a pas de métro la nuit. Comme tu maintiens le réseau toute la journée, le seul moyen que tu as pour mettre en place tes réparations, quand il n'y a pas de train, c'est quand il n'y en a pas. Et le métro, c'est pareil, les principaux travaux du métro ont lieu la nuit, quand le métro ne circule pas. Après, moi qui ai vécu en province toute ma vie, je tiens quand même à dire que c'est quand même vachement bien desservi Paris la nuit. Bah, c'est Oui, vrai. J'apprécie beaucoup. Je pense que par rapport à Grenoble, effectivement, Vraiment. mais justement, pour revenir un petit peu par rapport à l'éclirage des matchs, on voit qu'il y a quand même des pays où ça se fait. Par exemple, c'est peut-être culturel, hein, mais en Allemagne, en Angleterre, on a très peu de matchs en prime time, finalement. Alors, l'Angleterre, ça part déjà de sa culture. De la fédération de faire aller les gens au stade, Oui. en les faisant jouer à 16h et qu'ils soient pas diffusés Ça le samedi partait, après-midi. ça partait pour le cas précis de l'Angleterre, et encore plus pour les matchs qui ont lieu encore aujourd'hui à 13h, 14h, 15h, et souvent des grandes affiches. Et d'ailleurs, tout est lié, ça qui est intéressant. C'est que, déjà culturellement, ils avaient l'habitude de jouer l'après-midi. Ça, c'est quelque chose qui est ancré en eux. Les matchs l'après-midi, pour eux, c'est culturel, et c'est normal. Mais ce qui s'est passé aussi, c'était les mouvements violents dans les stades à l'époque du hooliganisme. Années 80. Fin années 80, début années 90, quand vraiment les Anglais étaient face à un grave problème lié aux hooligans et aux violences dans les stades, il a été décidé par la fédération directement d'organiser les grandes affiches en début d'après-midi, et non pas en fin d'après-midi, en début de soirée. Parce que mécaniquement, le cliché, c'est plutôt que de passer ta journée au pub pour picoler, tu vas dès le début de l'après-midi à 13h voir le match, et tu vas picoler après, mais en tout cas tu vas picoler après le match, donc il n'y aura pas de problème dans les stades. Okay. Ce qui fait que les grandes affiches ont lieu à 13h, donc déjà ça a facilité le déplacement en train, pour certaines équipes, et qu'en plus, comme les matchs avaient lieu à 13h, les grandes affiches, elles passaient en prime time en Asie, et ça permet à ce que la Première Ligue vende ses matchs en prime time en Asie pour augmenter tes droits TV. Donc tout est lié. Mais effectivement, pour le cas français de la sobriété écologique et l'organisation des matchs l'après-midi, c'est culturel et ça porterait des conséquences effectivement sur le foot amateur, sur l'accessibilité. Et l'autre question que la ministre des Sports n'a pas soulevée, mais qui est vraie, c'est que quand bien même tu joues l'après-midi, il arrive que pour les demandes des télévisions, les stades soient allumés. C'est des éclairages, bien sûr. C'est des éclairages, même l'après-midi. Et l'autre élément, c'est que si on parle de réchauffement climatique et dérèglement climatique, jouer l'après-midi en août. Ah, c'est bientôt. Ouais, bien sûr, bah, Oui, autre c'est- chose. Ah, bah, évidemment. Alors dans ces cas, ça serait quoi? Ça serait Ça d'où soulève ça le plutôt mois pour d'août. l'hiver qui arrive, pour commencer directement Donc dès tu cet devrais hiver, modifier le calendrier pour oui. dire que horaire hivernal, c'était ce que tu j'avais joues à pensé. 15h et l'été tu joues à 22h. Enfin, Mais après, l'été, le soleil se couche beaucoup plus tard, donc tu joues à 19h par exemple. même à peut être- minuit comme les Espagnols. Hein. Ouais, les Ça fait Espagnols, frais, jouent à hein. minuit, ils ont d'éclairage pour le coup, mais oui, ils jouent à 22h. Mange tard, Ouais, mais mange tard. moi, je parlais du Vraiment, soleil qui est vraiment. pas, du soleil qui n'est pas encore couché, donc du coup, pas Non, mais- besoin de... Au-delà de ça, et c'est vrai que c'est une question importante, elle se tient comme question, mais avant d'aller sur ça et tout de suite cette forme d'extrémisme écologique, ce qui n'est pas le cas, attention, je suis pas en train de caricaturer, mais il y a d'autres éléments qui peuvent être mis en place avant d'arriver à la suppression des matchs nocturnes ou l'interdiction des matchs Tu penses à quoi, par avec exemple? éclairage. Par exemple, le fait, et ça je crois que c'est une étude de foot écologique qu'il a produite, en tout cas le média que tu as cité, la plupart des stades français ne sont pas équipés de lumière LED. Et la lumière LED permet, c'est prouvé, de faire une économie en moyenne de 28% sur ta facture d'électricité, sur ta consommation d'électricité. Ce qui est pas négligeable à Ce qui n'est l'échelle pas d'un stade. négligeable. D'autant plus qu'aujourd'hui, en plus de la question climatique, tu as aussi une Et question du prix. énergétique Ouais, bien sûr, avec le prix. Et comme en plus les stades n'ont pas ce bouclier tarifaire dont nous on bénéficie, mécaniquement cet hiver, ils devront se poser des questions sur le prix qui augmente et donc sur la nécessaire rénovation des stades et des infrastructures à mettre de la lumière LED, augmenter
tout ce qui est bâtiments non consommateurs d'énergie pour faire aussi des économies de prix. Bien sûr. Il y a des solutions comme ça qui existent un peu. Par exemple, la Johan Cruyff Arena, donc, qui est le stade de l'Ajax Amsterdam, ils ont, je sais plus, peut-être 4200 panneaux solaires installés sur le stade et ça leur fournit 20% de l'électricité qu'il faut ou de l'énergie qu'il faut pour aller alimenter leur stade. Donc, en fait, moi, ce qui m'a un peu interpellé sur le chiffre que tu as donné tout à l'heure, il me semble que c'était 62% des gens qui disaient que c'était pas assez écolo. Ouais. Et du coup, ça montrait que le foot avait encore du travail à faire. Moi, je pense que ça montre aussi la place médiatiquement qu'a pris le foot, parce que, enfin, en tout cas, vraiment, ça n'engage que moi, mais je trouve quand même que le foot a bon dos, on va dire, quand même, parce que, enfin, il y a des clubs qui s'engagent, enfin, à différentes échelles, mais on n'en parle pas trop. Par exemple, l'OL, ils ont installé entre autres choses, un système de récupérateur d'eau de pluie, le petit voyage en train. Exactement, t'as plein de choses comme ça qui existent, et donc je pense que effectivement, de relever le négatif dans parce que les clubs, c'est évident que les clubs doivent faire leur part, que ce soit au niveau des transports. Je suis désolé, Elio, mais non, mais par exemple, les transports, c'est important, j'ai oublié quel organisme faisait ce rapport, mais en gros, le rapport de référence, peut-être que tu pourras me rappeler le nom, qui indique, en gros, les sources de gaz à effet de serre en France chaque année. Le ministère de l'Environnement, j'imagine? Non, je l'ai noté, moi, je vais regarder, je suis désolé. Le GIEC? C'est, c'est Citepa qui publie chaque année le rapport Secten. Donc, qui est le rapport de référence sur ces sujets-là, qui indiquait que les transports, c'était le secteur le plus polluant, enfin, en termes d'effet de serre en France. Donc, effectivement, ces questions-là se posent, mais je pense que les clubs doivent faire un effort dans la mesure où la société entière doit faire un effort. C'est pas les clubs de foot en particulier, c'est comme, c'est ce que Pierre disait tout à l'heure, c'est moi avec mes baskets, c'est les milliardaires avec leur jet privé, c'est tout le monde. Tu soulèves un truc intéressant, c'est que on publicise pas assez certaines actions. Je supporte l'OL, je savais même pas qu'ils avaient un système de... Ils ont pas que ça. Tu savais, c'est Gabi qui le relève, est-ce que tu savais que l'OL avait des ruches? Même pas. Ah, voilà, tu vois, il y a des PSG aussi, hein. En tout cas, au Parc des Princes, il me semble qu'il y en a. En tout cas, il y a beaucoup de ruches à Paris, et il y a un très bon miel parisien. Vous me l'apprenez, mais pour ce faire, la Première Ligue a créé un baromètre qui chaque année classe les clubs en fonction de leur implication écologique, et c'est publicisé. Et cette année, en 2021 en tout cas, c'est Tottenham et Liverpool qui occupaient la première place ex aequo. Tottenham parce qu'ils ont financé la mise en place de transports en commun jusqu'à leur stade, et Liverpool parce qu'ils ont passé des contrats avec des entreprises de recyclage de déchets. Essentiellement. Après, il y a plein d'autres actions. Mais peut-être que l'idée de publiciser plus facilement ce genre d'action de la part des clubs français, ça pourrait vraiment pousser à la prise de conscience. Et qu'on devrait poser à tous ceux qui nous écoutent, même à n'importe quel fan de football. En fait, c'est quoi aujourd'hui? Il faut que les clubs changent et qu'ils le médiatisent, qu'ils disent on fait des choses dans quel intérêt? Un intérêt de médiatisation, à la rigueur même de lucrativité, d'intérêt pécunier ou d'intérêt même réputationnel, ou juste le faire parce que ça devient une évidence. Juste le faire parce que c'est évident qu'on est aujourd'hui face à un mur, on est aujourd'hui face à un péril environnemental, que tout le monde doit faire sa part. Là-dessus, c'est normal. Et donc que l'OL est une ruche ou des puits, un mécanisme de récupération des eaux de pluie, je veux dire, c'est bien qu'ils le disent, et c'est, voilà, maintenant t'es au courant, mais c'est juste une évidence. Il y a la question de l'intérêt environnemental pour l'humanité, j'ai envie de dire, pour le collectif, pour l'ensemble des gens qui habitent sur Terre. Tout le monde doit faire des efforts. Et il y a aussi, puisqu'on vit dans une société capitaliste, l'intérêt de marché, l'intérêt du prix, le fait que les prix augmentent, les prix de l'énergie, les prix de l'électricité, impose à ce que les clubs fassent des efforts, des panneaux solaires, récupération des eaux de pluie, récupération des eaux usées, parce que au-delà de la question environnementale, il y a aussi la question économique. Ça coûte. Quand tu vois, par exemple, c'est à Limoges, je crois, mais dans plein d'autres villes de France, c'est le cas. Il y a des piscines municipales qui ferment. Elles ferment parce que le prix de l'électricité a augmenté je crois que c'est passé de 15 millions d'euros par an à 150 millions d'euros par an. Ça explose de partout. Nous, on ne le ressent pas encore aujourd'hui parce qu'on a le bouclier tarifaire. Les entreprises ne l'ont pas. Un club est une entreprise, elle n'a pas ce bouclier tarifaire. Donc, quand cet hiver, l'OL, le PSG, Angers, Dijon, Strasbourg, tous les clubs vont voir les factures augmenter, il n'y aura pas la question de l'environnement qui se posera. Il n'y aura pas la question de la sobriété. Il y aura la question du prix. Oui, bien sûr. Ça coûte tellement d'argent que oui, je vais faire des panneaux solaires, et oui, je vais faire des systèmes de récupération des eaux de pluie et des eaux usées parce que ça me coûte de l'argent. Donc, c'est même pas une question, en fait, il faut que j'en fasse la pub, il faut que ce soit une évidence. Oui. Surtout que là, en l'occurrence, on a parlé de ruches, ça reste de l'ordre du symbolique, et ça peut s'apparenter à du greenwashing. Même si c'est très important de défendre les abeilles, parce que évidemment, mais à l'échelle d'un club. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison de faire la pub. Mais je me rappelle que l'OL, par exemple, avait dit que, ouais, on a un club écolo parce que nos supporters font du covoit pour venir au stade, quoi, tu vois. Alors que, à l'inverse, on peut aussi se poser, c'est bien de dire qu'on fait du vert, mais la question de la construction du nouveau stade, écologiquement aussi. Oui, évidemment. Bien sûr.
Bien sûr. Ça, évidemment, bien sûr. contre L'émission la carbone balance, du béton, elle est énorme, elle est énorme. et c'est pareil pour Tottenham, du coup, qui a construit son nouveau stade il y a 2 ans, je crois. C'est vrai. Oui, ils font Mais beaucoup ils ont mis en d'actions. place les transports en commun pour y aller. Oui, voilà, c'est Ça que... aussi, c'est important comme question au-delà du club et des actions du club. C'est aussi, comme tu l'as dit, par rapport au déplacement, au transport, c'est aussi les supporters qui se déplacent. Ouais. Que ça soit en train, en avion, pareil, se pose la question même, on pourra y venir, des grands événements sportifs internationaux. Là, on parle du Qatar, mais dans la 4 ans, prochaine on a l'Amérique du Nord, Oui. Canada, États-Unis, Mexique. C'est qu'il y a Quand plus tu de devras 4000 faire un- km. Voilà, en termes C'est de qui le déplacement, Canada. En avion, ouais. Bien sûr, en termes de déplacement, ça se pose bien évidemment. Alors après, on dira, oui, mais la télévision permet que, mais c'est pareil, le streaming et les bandes passantes d'Internet consomment aussi l'électricité, polluent aussi abondamment. Regarder un match de foot à la télévision ou sur Internet, ça pollue. Donc, tu vois, c'est, au bout d'un moment, si on commence à réfléchir, on explose. Et ce que me disait Antoine Mies, c'est que, en fait, est-ce que le sport de haut niveau est réellement compatible, en fait, avec cette transition écologique? C'est que, si on part du principe, si on vous regarde le sport tel qu'il est aujourd'hui, en l'état, c'est pas vraiment compatible avec cette transition écologique. Je vais en faire un peu, c'est que finalement la société dans laquelle on vit, est-ce qu'elle est compatible? Et là, on part sur des grands débats, des grands Voilà. choses, etc. Je pense malheureusement qu'on va être pris par le temps avant d'aller là-dessus. Peut-être avant de conclure cette partie, peut-être saluer Stadium Go, une appli de covoiturage qui devait être avec nous, qui n'ont pas pu venir, mais voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur appli si jamais vous voulez vous rendre au stade d'un point A à un point B. Ils offrent des solutions de covoiturage. C'est plutôt bien fait, je l'ai utilisé une fois, c'est c'est une plutôt pas mal. Et très bonne c'est une initiative. super Enfin, ça fait initiative, partie ouais. justement des petits Évidemment. trucs qu'on peut mettre en place progressivement pour Tout à fait. atteindre plus de sobriété. Exactement. Je vois qu'on a parlé pendant une petite heure, qu'on trépide d'impatience. Je pense qu'il y a une petite surprise de fin d'émission qui Ça s'appelle fait le déjà une quiz. heure qu'on est là. Ouais, ça fait une heure qu'on est là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que je dois faire des grands gestes, en fait. Ça fait exactement 1h07 qu'on est en live. Le temps passe très vite, mais on aura un petit peu de rab avec le quiz. Faut savoir que j'ai jamais gagné. Moi j'en ai fait Là, un et j'ai gagné avec Je me la J'ai gagné pression, avec là. Charles Ford n'a jamais gagné un quiz. On va voir si l'hémorragie va se stopper. Je mets mes notes ici. Allez, Voilà. try me. C'est quoi, genre, les questions sur l'actualité ou c'est, C'est alors, bah justement, j'allais y venir. On a parlé de sobriété. Qui dit sobriété dit sobre, dit alcool. Évidemment, à J'étais consommer sûr. avec modération. C'était sûr. Georges Best. Qui dit sobriété dit alcool. Évidemment, on le rappelle, à consommer avec modération. Voilà. 7 questions en rapport avec l'alcool. Chacune valent un barème différent. Évidemment. C'est lié au foot quand même. C'est lié au foot. Foot et alcool. J'ai pondu le quiz en 10 minutes. Donc peut-être j'ai On y va. des inexactitudes, mais 10 voilà. minutes sous 8-6, je l'ai vu. Tu ne vois pas mon secret pour une émission dynamique. On y va? Ouais. Le canapé de gauche. Donc les équipes, évidemment. Vous êtes le canapé de gauche, tous les deux. Vous faites équipe. Canapé de droite J'ai avec, l'impression, parce que moi, avec le maillon faible Charles. Merci. On est parti, je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup qui étaient nés à l'époque. L'alcool est interdit dans les pubs, dans les pubs, ça commence bien. Dans les pubs au bord des terrains de foot en vertu d'une loi, laquelle? La loi la loi Evin. Ok, c'était Oui. pas ça la question. Super, mais en quelle année a-t-elle été édifiée? Ah, ça, 2002. Un peu avant. J'aurais dit 85. 2000. Ouais, moi j'aurais dit 97, enfin, Georges Buffet, non? 85, 97? Ouais. On va voir qui est le plus proche. 99. C'est 91, donc c'est exactement entre les deux. Ah. Donc y a pas de point sur celle-là. 80, c'est qui mise sport à l'époque? J'ai pas la moindre idée. C'est le gouvernement Rocard, non? Ouais, voir. Bérégovo, peut-être 91, je sais pas. Ministre des Sports, Non, non, Ah, au gouvernement. ah non, Pas le ministre, mais, Oui, non, sais bah, c'est pas. la transition entre les deux. Non. Question avec un bonus en plus. Je vais citer un joueur et vous allez devoir me dire qui c'est. On est en 2008 et il dit qu'un coach lui a dit « Écoute-moi bien, tu vas vite reprendre ta vie de bâtard. » Ils sont bons, ils sont Bravo. bons. Ça J'ai me reste un prévenu, double point, ça. Oui, non, mais. Et la question bonus l'anecdote est magnifique quand même. Elle est magnifique, c'est quand il joue à Bordeaux. Il arrive à Bordeaux. Ah, mais oui. C'est un gros fêtard, il picole. Et c'est l'adjoint de Laurent Blanc, Ah, comment il s'appelle Gassé. Voilà. C'est Gassé qui lui dit gars, faut que t'arrêtes, parce que c'est plus possible que tu viennes. Je le ressens Que tu viennes tous les boire. jeudis. Et donc il arrête de boire une semaine, 2 semaines, et là les matchs qu'ils enchaînent sont mauvais. Mais il est mauvais. Gassé revient et dit maintenant tu te remets à boire. Tu te remets à boire parce que t'es bon quand t'es bourré. Et Bordeaux champion de France. Et voilà. Exactement. 2-0 du coup pour l'équipe du canapé de gauche qui a eu point bonus en plus de Jean-Louis Gasset. Je trouve ça tellement nul, les points bonus. Point bonus. En plus, il y a cette question, Il y c'est-à-dire a que là, cette on question. finit sur Ah, la Mais non, il y a eu 0-0 à la première. Donc, Tu on finira t'inquiète pas pas, finir ça. ne sous-estime pas ma conception de quiz. Je rappelle que le chat participe. Pour l'instant, il y a 0 bonne réponse. On roule, Mais l'équipe du chat Ouais. participe. pas sous la table. Allez, on y va pour la troisième.
En 1969, j'ai arrêté les femmes et Georges l'école. Ah oui, voilà. Oui, Georges Best, mais c'est pas ça la réponse. Georges Best, il a donné son nom à un aéroport, lequel? Belfast. Bien joué. Oh, elle est bon. C'était mécanique, c'était fluide, j'aime quand ça va aussi vite. comme ça. Alors, est-ce qu'on peut pas imposer une nouvelle règle? Oula, vas-y. On attend la fin, là. Ah bah surtout le Mandiawara, vous avez pas entendu. C'est pas la règle. Ah La mauvaise foi. Vraiment. 2-1. Et on peut me couper quand on veut, c'est le principe. C'était pas un bonus? Ah non, oui, non. Non, c'était pas, commence pas à embrouiller. Je suis un joueur de Ligue 1 qui a affirmé des années plus tard avoir joué son dernier match avec son club formateur. Eden Hazard. Oui, bah oui. Bien joué. Mais oui, C'est évidemment. lui qui l'a fait. Oui, ouais. Oui, contre Nancy, il met un triple C'est contre Mavouba. Nancy. C'est Mavouba, non Chedjou qui dit que... Eh non, c'est Mavouba. Oui, non, t'as raison. Pour le bonus pour ça. Oui, il a raison, c'est Mavouba. Il a raison, c'est Mavouba qui l'a mis. Contre Nancy, Bing. Moi, il a dit quoi, Hazard? Hazard, il a dit qu'il était complètement beurré pour son dernier match. Parce qu'ils En- étaient déjà champions de France. en fait. Non, c'est l'année suivante. Ils sont déjà l'année 3ème, derrière Montpellier et le PSG, ils sont sûrs d'être 3ème, donc rien. Il arrive, ça se voit, il est complètement déchiré. Et il met 3 buts contre Nancy. Exceptionnel. Donc vraiment. On rappelle Son évidemment à dernier consommer avec modération, mais avec c'est pas ça. modération. Consommer Eden Hazard à consommer avec Ah non, Eden Hazard comme vous voulez. Bah, Eden Mais, Hazard, on peut pas trop consommer. Ouais, maintenant c'est un peu compliqué. Je suis un footballeur qui a pris sa retraite il y a pas longtemps et je suis détenteur d'un BTS en œnologie. Je disais avant la fin de ma carrière. J'allais. Bien joué. Ah oui, c'était connu. Bien joué. Bah, pas Ouais. partout, évidemment. Je savais pas. Christophe Jallet, ça fait, j'ai perdu. 3-1. 3-2, 3-2. Non, on en a mis 2. 3-2, vous avez eu hasard. 3-2, mais vous allez voir que la dernière question, on est à l'avant-dernière Bah, c'est question. Ronaldinho, la réponse. Presque. Il Ronaldo. est pas tombé, donc, Ah, mais Adriano. il tombera pas Ronaldinho, je peux te Ah, le dire. Ronaldo, alors. Toujours pas. Adriano. On laisse poser la question, c'est comment? Je pense que vous le savez, en Allemagne, on célèbre les titres à la bière, mais une légende du Bayern l'a mal pris et s'était emporté contre Boateng en 2019. Tu connais l'histoire? Ouais. Même s'il est musulman. Ouais, mais je connaissais pas l'histoire, j'avoue. Bien joué. Hazard, il dit justement juste après qu'il parlera plus jamais de sa vie à Boateng, et Hazard ou pas, Ribéry se barre du Bayern 3 semaines plus tard. Donc, Pourquoi? Parce que... non, juste parce qu'il était en fin de contrat. Mais parce que, Non, mais pourquoi il s'est énervé? parce que Boateng lui a balancé de la bière alors qu'il est musulman. Ok. Et du coup, ça allait contre... Mais Mais il y c'est avait pas la une bière sans vidéo alcool de célébration de titre. comme Non, ça. ils ont pas de... En général, on voit les joueurs, par exemple, il me semble que Mané, c'était pareil cette année, quand ils font leur espèce de petite, enfin, ils font une photo de groupe, et les Ils joueurs ont qui boivent autorisé pas le d'alcool, Bayern. ils ont pas de... Ils ont autorisé le Bayern. Alors, je suis désolé, hein. Vas-y. Non, non, mais En Formule 1, c'est du champagne sans alcool. Ah! Pour éviter les... Ah, je savais pas du tout. je savais pas. questions. Mais il y a une célèbre vidéo de Ribéry qui court et qui essaye de fuir Robben et Alaba qui essayent de l'arroser justement avec de la bière. Décidément, les Après, joueurs du tu Bayern, J'avoue, ils prennent tarif. Dernière Ça fait question. 3-3? Comment? Ça fait 3-3, dernière Ah ouais. question. et j'ai mis un point. Bien joué. Elle va départager tout le monde. Il comptera pas double. Mais c'est pas grave. La dernière question va départager tout le monde et il y aura 5 réponses. Donc il va falloir être bon. Ah, ouais. Waouh. 5 réponses. On est en 2012. La France joue un barrage pour se qualifier à l'Euro contre la Norvège, l'Euro Espoir. Match aller remporté 1-0. Je te rappelle pas de cette Bah, histoire. alors, espoir, vas-y, pardon. Match aller remporté Ah oui, 1-0. Et derrière, attends. Attends, juste, je veux pas te dire, on va gagner. Vas-y, continue. Ah, c'est Kurzawa qui fait ça, c'est ça? Non, c'est non, non, la non, sortie c'est de deux ans plus tard. Griezmann est suspendu. Ah oui, Ouais, c'est c'est vrai. Mais justement, vous m'avez dit, Attends, vous avez dit Griezmann en premier, c'était moi les 5 gars qui sont sortis en boîte. Griezmann, Ben Yedder, Vous pouvez l'interrompre, hein. Niang, Ouais. Je sais pas. Mavinga et Mvila. Il est injouable, bien joué. Il s'est pris le vent de l'histoire, mais il est injouable. Ouais, tu m'as pas tapé la main. excuse-moi. Comment tu te souviens de ça? Si, mais... C'est en fait, si, mais- j'ai appris cette histoire quand Je Griezmann parle a de été Griezmann. titularisé en bleu. On m'a dit, oh, il revient de suspension. Suspension. Et en fait, ça m'a. Non, j'avais que Griezmann et Mvila. Ah ouais, ça a balancé. Et Ben Yedder, pareil. Ben Yedder, Ah, il il était 2002. Ben Yedder, il Ah, était Ben avec Yedder, Mavinga maintenant, il joue pour la Ils ont fait RDC. quoi? Ils étaient au Havre, ils ont pris un taxi après. Ouais, pour, Ouais, c'est avant ça. un match contre la Norvège qu'ils ont perdu et donc ils ont pas pu aller à l'Eurosport. C'est ça. Ouais. Ils ont perdu 5-3 le match. Bon, en retour, plus, et- une belle époque. Kurzawa, ça, c'était quand, ça? C'est 2014, C'est- contre la Suède. Putain, les espoirs. Et là, récemment, les espoirs, c'est pareil. hein. Oh là là. Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. Ah, les trucs des cartes Ouais. Ouais, c'était le 18. Baston ça. U18, Général à la fin. Les joueurs de Monaco surtout. Ouais, Bah, parce que cinq vraiment, goals. les A, ça va pas non plus, très très bien. Voilà. On se replonge en 2010? J'espère pas. Non, je pense que ça devrait aller. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait aborder sur la sobriété. Je rappelle l'actu, le magazine Caviar qui est en kiosque à partir de jeudi, disponible en précommande dès maintenant sur toutes vos plateformes. Il nous reste plus qu'à remercier tout le monde qui était là. Mes chroniqueurs, Charles, Christophe. Damien, c'était comment la première? Très, très à l'aise, je pense. Bah, je sais pas. bah. Au chat de le dire. Marine Martin, vraiment. Splendide. Je sais pas si c'est pour l'annonciateur de bonnes choses. Moi, je vais faire 2 bonnes émissions et Plusieurs Zidane, non, mais là, c'est le match. Oui, en plus, Ouais, ouais. mais je sais pas, Marine Martin, ça vient plus naturellement. Coside. C'est triste d'en être là. Je sais pas si je dois bien le prendre. mais- Bien, merci beaucoup d'avoir été Merci ici. à vous. Un plaisir. Merci, Pierre. C'était Un cool. plaisir, on espère que Ça s'est c'était- super vite, en tout cas. Bah écoute, Ouais. c'est plutôt mon signe. Merci au chat d'avoir
d'avoir réagi en librairie, mais pas en kiosque. Oh, me fait savoir Sod, et c'est vrai que c'est disponible en librairie et dans plein de chaînes d'ailleurs, à la Fnac pour ne pas les citer, ou d'autres chaînes. Voilà, vous pouvez trouver le mag un petit peu partout. Merci à l'équipe de l'ombre, à Paul Laurence d'ailleurs que je viens de citer par son pseudo Twitch, pour son Twitch, ouais, super, pour son pseudo Twitch, c'est dur à prononcer, qui nous simplement nous accompagne dans la confection de l'émission. Merci à Clément Duranton et à Mélissa Descurlin qui sont à la réalisation et sans qui cette super émission et ces beaux visuels n'auraient pas lieu. Merci à l'ISFJ pour les locaux. On se retrouve la semaine prochaine avec Corentin Roland qui présentera l'émission sur la com des footballeurs dans le cadre de l'affaire de la FFF. Et on se dit à bientôt, salut.